Dans le grand théâtre de nos vies, certaines scènes se jouent à notre insu, écrites par nos absences et nos silences. Quels regrets sont assez puissants pour réécrire le passé? Quelle est la valeur d'une seconde chance lorsqu'elle naît des cendres d'un amour que l'on croyait éteint? L'histoire qui suit est une exploration de ces questions, un voyage au cœur de l'indifférence et de la rédemption, là où l'ambition d'un homme a failli tout anéantir. L'appel survient à l'aube, et Jeff Harrington décroche sans réfléchir. La voix de l'infirmière est un torrent de mots, rapide, empreinte d'une panique professionnelle qui vous glace le sang et vous noue l'estomac. Camila Torres, accouchement d'urgence, 32 semaines, des jumeaux, groupe sanguin AB négatif, décollement placentaire. Nous avons besoin de vous, maintenant. Sa main attrape ses clés avant même que son cerveau n'ait traité ce que son corps, lui, sait déjà. La femme qu'il a quittée 7 mois plus tôt est en train de mourir. Et avec elle, des bébés dont il ignorait l'existence. AB négatif. Le groupe sanguin le plus rare. La seule chose qu'il partage encore, au-delà de papiers de divorce signés et, apparemment, de 2 enfants luttant pour leur vie. Il la coupe au milieu d'une phrase, « J'arrive dans 8 minutes ». Il est déjà dehors, franchissant chaque feu rouge entre son Pentouse et l'hôpital Merci Général, pulvérisant la promesse qu'il s'était faite de la laisser partir. Il ne se demande pas pourquoi Camila l'a désignée comme contact d'urgence, après tout ce qui s'est passé. Il ne se demande pas pourquoi elle ne lui a jamais parlé des jumeaux. Une seule question hurle dans son crâne. Arriverai-je à temps? Son Aston Martin déchire les feux rouges comme si le code de la route ne s'appliquait pas aux ex-épouses mourantes. Et tout ce que Jeff peut voir, c'est cette vidéo d'il y a 6 heures. 23 millions de vues. Camila, dans une épicerie, son ventre de femme enceinte pressé contre un chariot, tendant la main vers des pommes sous des néons blafards. La légende disait, l'ex-femme du milliardaire fait ses courses seule, enceinte de 8 mois. Il l'a vraiment remplacée et s'est envolé. Les commentaires le clouaient au pilori. Mais ce qui faisait trembler ses mains, ce n'était pas les inconnus le traitant d'homme sans cœur. C'était le moment où, après avoir enfin mis les pommes dans son chariot, elle avait fermé les yeux, posé une main sur son ventre avec un regard si épuisé, si solitaire, qu'il fit voler en éclats quelque chose dans sa poitrine. Il était à Dubaï, en train de conclure un marché de 900 millions de dollars, lorsque son assistant avait fait irruption avec cette vidéo. Il avait embarqué dans son jet privé 17 minutes plus tard. Mais maintenant, hurlant à travers les rues vides à l'aube, il se demande si 17 minutes étaient assez rapides, si 6 heures étaient assez rapides, si 7 mois n'étaient pas déjà trop tard. L'entrée des urgences de l'hôpital, sans l'antiseptique et le désespoir. Jeff abandonne sa voiture devant la baie des ambulances et sprint. Une infirmière aux cheveux gris assis apparaît, comme si elle attendait. Par ici, vite. Il court maintenant, ses chaussures crissant sur le linoléum, et elle lui parle sans le regarder. Camila est arrivée en hémorragie il y a 30 minutes. Décollement placentaire. Les 2 jumeaux. Le bébé est en détresse. Césarienne d'urgence. Nous avons besoin de votre sang, maintenant. Prenez tout ce qu'il vous faut, souffle-t-il. Elle le prévient que ce sera beaucoup, qu'il sera affaibli après. Ça m'est égal. Elle le regarde enfin, et quelque chose change dans son expression. Salle 7. Préparez-vous. Vous allez voir des choses qui vous entreront. Jeff pense au visage de Camila dans cette vidéo. À la porte se refermant doucement derrière elle, 7 mois plus tôt. À toutes les manières dont il l'a laissé disparaître. Je suis hanté depuis 7 mois, dit-il. Qu'est-ce qu'un cauchemar de plus? Il ne le laisse pas entrer dans la salle d'opération. Politique de responsabilité. Des mots qui ne signifient rien quand elle se vide de son sang derrière des portes insonorisées. Mais ils prennent son sang. Poche après poche. Le phlébotomiste a l'air inquiet. Monsieur, vous avez déjà donné plus que. Jeff grogne. Elle a besoin de sang AB négatif et je suis le seul donneur dans cet hôpital. Prenez en plus. Si vous pouviez sauver quelqu'un en donnant tout ce que vous avez, retiendriez-vous juste assez pour rester en sécurité? Il donne jusqu'à ce que sa vision se trouble, jusqu'à ce qu'il s'agrippe au brancard pour rester debout, jusqu'à ce qu'un médecin dise « c'est assez ». Vous avez donné assez. Mais ce n'est pas assez. Ce ne sera jamais assez. Pas pour les matins où il partait avant qu'elle ne se réveille, les dîners où il prenait des appels à chaque plat. L'anniversaire qu'il a oublié parce que Francfort requérait son attention. Pas pour la façon dont elle avait appris à se faire si petite et silencieuse, qu'il avait fini par ne plus la voir du tout. Dans la salle d'attente, étourdi par la perte de sang, Jeff ouvre enfin les messages qu'elle lui a envoyés. 7 mois de messages qu'il a ignorés pendant qu'il bâtissait des empires. Le 8 juin, je les ai sentis bouger aujourd'hui. Tous les 2. Comme des papillons faits d'électricité. Et la première chose que j'ai voulu faire,
c'est te le dire. N'est-ce pas pathétique? Après tout, tu es encore la première personne avec qui je veux partager les choses. Le 30 juillet, j'étais seule dans notre mariage, aussi. Au moins, maintenant, je le sais. Au moins, maintenant, je ne fais plus semblant. Il avait été trop occupé à acquérir des entreprises pour remarquer qu'elle portait ses enfants. Trop important pour lire un message. Trop brillant pour voir sa femme s'effacer comme une fresque ancienne. Le chirurgien apparaît, sa blouse tachée de sang. Jeff ne peut plus respirer. Les bébés. 2 filles, 1,3 kg chacune. En néonatologie. Ce sont des battantes. Votre sang leur a sauvé la vie. Le soulagement dure 1 seconde. Et Camilla? Le visage du chirurgien se crispe. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle est stable, mais elle a fait 2 arrêts sur la table. Nous l'avons récupérée. Mais monsieur Harrington. Elle était à quelques minutes de la mort. Minutes. Si vous aviez été pris dans les embouteillages, si vous vous étiez arrêté pour vous garer, si vous aviez pris ne serait-ce qu'un instant de plus. Il secoue la tête. Je ne crois pas à l'intervention divine, mais je n'ai pas d'autre explication pour votre arrivée à temps. Jeff fixe le sang sur la blouse du chirurgien et pense à cet appel à l'aube, à ce trajet de 8 minutes qui aurait dû en prendre 15, à l'univers lui offrant une dernière chance. Ou peut-être, le forçant simplement à regarder tout ce qu'il a failli détruire. 2 filles dont il ignorait l'existence. Une femme qu'il a aimée avec une telle négligence qu'elle a préféré élever des jumelles seules plutôt que de rester mariée à son indifférence. Quel genre d'homme pousse quelqu'un à choisir entre la pauvreté et l'invisibilité? Le chirurgien parle encore, mais Jeff ne l'entend plus, couvert par le rugissement dans sa tête, par la question qui hurle depuis cette vidéo à l'épicerie. Comment revient-on après avoir été le méchant de sa propre histoire d'amour? 7 mois avant cet hôpital, 7 mois avant les appels d'urgence et les bébés luttant pour leur vie, Camilla Torres se tenait dans le pantouse de Jeff, vêtue d'un pull gris qu'il n'avait jamais vu auparavant, les mains tremblantes alors qu'elle signait les papiers qui mettaient fin à 3 ans de mariage en moins de temps qu'il n'en fallait à Jeff pour répondre à un email. Elle semblait différente ce matin-là, plus petite, comme si elle avait rétréci pendant des mois et qu'il avait été trop distrait pour le remarquer. Le pull gris n'était pas de marque, ce n'était rien qu'il lui avait acheté. Et ce détail s'était logé dans sa gorge comme un éclat de verre, car cela signifiait qu'elle était allée faire les courses seule, qu'elle avait choisi quelque chose pour elle-même, commencé à construire une vie qui n'incluait ni sa carte de crédit, ni son opinion, ni son attention. L'avocat de Jeff avait fait glisser les papiers sur le comptoir en marbre, qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Jeff avait à peine levé les yeux de son téléphone, où une acquisition à Singapour nécessitait sa signature. Il avait hoché la tête une fois lorsque l'avocat avait dit que c'était fait. Avait dit à Camilla qu'elle aurait le règlement avant vendredi, comme s'il confirmait une livraison de courses. Et c'est là qu'elle avait posé la question qui le hantrait pendant 7 mois. C'est tout? Sa voix était à peine un murmure. Il avait levé les yeux juste assez longtemps pour la voir le fixer avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. N'avait pas essayé de lire. Singapour attendait. Le temps, c'était de l'argent. Elle l'avait fixé pendant 17 secondes. Il le sait, car l'horloge murale avait égrené chaque seconde comme un compte à rebours vers quelque chose qu'il ne comprenait pas. Puis elle avait dit une chose qui aurait dû le glacer sur place. J'ai attendu 3 ans que tu me poses cette question différemment. Il tapait un email, les doigts glissant sur l'écran, bâtissant des empires tandis que son mariage s'effondrait en temps réel, à 1 mètre de lui. Quelle question? Avait-il demandé sans lever les yeux. Son rire fut si creux qu'il aurait dû raisonner. C'est tout? A-t-elle répété, comme s'il était stupide. Je n'arrêtais pas de penser que tu le dirais comme si tu étais confus, comme si tu ne pouvais pas croire que nous étions vraiment en train de finir. Mais tu l'as dit comme si tu confirmais une réservation au restaurant. Elle avait ramassé sa copie des papiers, les mains plus stables maintenant, comme si signer la fin de leur mariage l'avait en fait rendue plus forte. Et elle avait prononcé les mots qui tourneraient en boucle dans sa tête pendant ce trajet de 8 minutes vers l'hôpital. Je t'ai tellement aimé que j'ai oublié comment m'aimer moi-même. Et tu m'aimais si peu que tu n'as même jamais remarqué que je disparaissais. La porte s'était refermée si doucement que cela avait à peine fait un son. Et cette douceur était pire qu'un claquement de porte, pire que des cris. Car même en partant, elle essayait de ne pas le déranger. Jeff avait fixé cette porte fermée pendant peut-être 5 secondes avant que son téléphone ne sonne. Singapour. Et il avait répondu. Maintenant, assis dans cette salle d'attente, sa vision nageant à cause de la perte de sang, Jeff comprend. Elle avait parfaitement compris. Elle venait simplement de réaliser qu'elle était la seule à tout sacrifier. Assis dans ce fauteuil de salle d'attente, trop petit pour quelqu'un de sa taille, de sa richesse et de son échec cuisant en tant que mari, il passe un appel qui lui coûtera tout ce qu'il a passé sa vie d'adulte à construire. Marcus, son directeur des opérations,
répond à la deuxième sonnerie. Libère mon agenda, dit Jeff. Marcus rit, pensant à une blague. Alors Jeff clarifie, avec des mots qui ont le goût de la liberté, de la perte et de la renaissance, indéfiniment. Le silence à l'autre bout du fil dure assez longtemps pour que Jeff vérifie si l'appel a été coupé. Puis Marcus énumère Singapour, la fusion, les actionnaires, les 11 milliards de dollars de contrats actifs qui nécessitent la signature de Jeff. Annule tout, dit Jeff, chaque mot tombant comme une hache. Vends mes actions s'il le faut. Ça m'est égal. Mais tu as bâti tout ça, proteste Marcus. Tu tournes le dos à 11 milliards. Jeff regarde son bras, là où ils ont pris 5 poches de sang, les bleus qui fleurissent. J'ai gagné 11 milliards, dit Jeff doucement. Je peux les regagner. Ce que je ne peux pas recréer, c'est le temps. Ce que je ne peux pas remplacer, c'est... Et sa voix se brise sur le mot, alors il ne finit pas la phrase. Il raccroche avant que son esprit d'homme d'affaires ne puisse le convaincre que l'argent compte plus que la femme qui se meurt au bout du couloir. À travers la vitre de la chambre de Camilla, Jeff la regarde dormir, son visage aussi pâle que les draps. Il presse sa paume contre le verre et fait une promesse à une femme qui ne peut pas l'entendre, qui ne lui pardonnera peut-être jamais. Je regagnerai ma place, murmure-t-il à son propre reflet. Pas dans ta vie, mais dans la catégorie des êtres humains dignes de respirer le même air que toi. Je deviendrai quelqu'un qui mérite de connaître ses filles. Quelqu'un qui est présent. Quelqu'un qui remarque quand la personne qu'il aime est en train de disparaître, parce qu'il n'arrêtera plus jamais de la regarder. Camilla se réveille dans le silence. Pas le silence écrasant de son mariage, mais un calme réel. Elle se souvient de tout. L'hémorragie, l'ambulance, la certitude horrible qu'elle allait mourir seule. Les bébés. Où sont les bébés? Sa main se pose sur son ventre, maintenant plat, vide. La panique monte. Elles vont bien. La voix vient d'un coin de la pièce. Jeff est assis là, l'air épuisé. Ses yeux sont rouges, creusés. 2 filles, continue-t-il d'une voix douce. 1,3 kg chacune. Les médecins disent qu'elles sont petites mais fortes. Comme leur mère. Avez-vous déjà réalisé au réveil que votre vie entière a changé pendant que vous étiez inconscient? Que vous êtes mère, maintenant? Que l'homme que vous avez quitté pour survivre est apparu quand vous étiez en train de mourir? Tu as donné du sang, dit-elle. Ce n'est pas une question. L'infirmière le lui avait dit. J'ai donné ce dont tu avais besoin, dit-il simplement. Tu n'étais pas obligé de venir, dit-elle, le testant. Si, j'étais obligé, dit-il, et pour la première fois en 3 ans, elle le voit incertain, effrayé. Humain. Camilla, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle pourrait mentir. Mais elle est si fatiguée des mensonges, même ceux qui sont polis. Parce que je ne voulais pas que tu reviennes par obligation, dit-elle. J'ai passé 3 ans à être ta femme de non seulement. 3 ans à attendre que tu remarques que je disparaissais. Je n'allais pas passer le reste de ma vie à être la mère de tes enfants par simple obligation, à te regarder te présenter aux anniversaires quand ton emploi du temps le permettait, à signer des chèques au lieu d'être présent. Tu pensais que je ne voudrais pas d'elle, dit Jeff, et il semble blessé. Je pensais que tu ferais ce qu'il faut, le corrige Camilla. Signer des chèques, créer des fonds, engager les meilleurs nounous. Je ne voulais pas la chose juste, Jeff. Je voulais la chose vraie, la chose humaine. Me réveiller à 3 heures du matin quand elles sont malades, poser ton téléphone et vraiment les voir. Et je savais que je n'obtiendrais jamais ça de toi, parce que je ne l'ai jamais obtenu de toi quand j'étais ta femme. J'étais censé compter. Les mots atterrissent comme des balles. Elle le regarde vaciller. Tu as raison, dit-il doucement. En 3 ans de mariage, elle n'avait jamais entendu ces mots. Je t'ai traité comme un accessoire, continue-t-il, sa voix se brisant. Quelque chose de beau à posséder, mais pas à connaître. Je bâtissais un empire et j'ai oublié que j'étais censé bâtir une vie. J'ai oublié que les empires sans personne ne sont que des monuments érigés à la solitude. Il se lève, instable, pâle. Il a donné tellement de sang qu'il tient à peine debout. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, dit-il en se dirigeant vers la porte. Mais je peux changer ce que je fais ensuite. Je ne demande pas le pardon, car je ne le mérite pas. Je te dis juste que je suis là, et que je vais rester. Pas dans ton espace, sans insister, mais assez proche pour que si toi ou ces filles avaient besoin de quoi que ce soit, je sois joignable. Pour combien de temps? Demande-t-elle. Les promesses des hommes s'évanouissent, souvent face à la prochaine opportunité. Il la regarde alors, vraiment. Comme il la regardait à leur début, avant qu'elle ne devienne un meuble dans son pantouse. Le temps qu'il faudra pour devenir l'homme que tu avais besoin que je sois il y a 3 ans, dit-il. Puis il est parti.
La porte se referme avec le même son doux. Les jumelles passent 6 semaines en néonatologie, et Jeff passe 6 semaines à apprendre ce que signifie être présent. Pas l'apparence creuse lors d'événements, le téléphone à la main, mais la présence réelle. Chaque matin, il est là pour la tournée des infirmières. Il apprend leur nom. Patricia, qui lui apporte du café sans qu'il le demande. Elena, qui prépare son master et le laisse la questionner. Marcus, qui joue doucement du jazz la nuit parce qu'il jure que les bébés peuvent sentir la musique. Il apprend les machines, la technologie qui maintient ses filles en vie. Il, qui se vantait de comprendre les instruments financiers complexes, consacre désormais la même attention obsessionnelle au niveau de bilirubine et aux épisodes de bradycardie. Le 3e jour, il passe devant la chambre de Camilla et l'entend parler à sa sœur. « Je les ai appelés. Lucia et Sophia. » Sa sœur demande pourquoi ces noms. La réponse de Camilla brise ce qui restait du cœur de Jeff. « Lumière et sagesse, » explique-t-elle. « Parce qu'elles en auront besoin pour survivre à ce que je leur ai fait subir. » Jeff s'appuie contre le mur et pleure pour la première fois depuis son enfance. Il va directement en néonatologie et prononce leur nom à voix haute. Lucia. Sophia. Il se corrige ensuite. Lucia et Sophia Torres. Parce que Camilla leur a donné son nom, pas le sien. Camilla observe de loin. Les infirmières lui racontent. Il est là tous les jours. Parfois, il dort sur la chaise à côté des couveuses. Un jour, Patricia lui dit, il n'est pas en train de rattraper le temps perdu. Il crée du temps nouveau. Il y a une différence. Cette différence devient claire au fil des 6 semaines. Il apprend que Lucia aime qu'on lui tienne le doigt à travers la couveuse, que sa voix la calme. Il apprend que Sophia est plus sensible, mais que le jazz la détend. Il apprend à changer des couches sur des corps de 1,3 kg qui semblent impossibles à manipuler sans les briser. À la 6e semaine, elles sont prêtes à rentrer à la maison. L'appartement de Camilla est prêt. Jeff monte les 3 étages avec les 2 sièges auto, car l'ascenseur est en panne. Il les pose doucement dans le salon, sans commenter la peinture écaillée ou le radiateur bruyant. « Tu appelleras si tu as besoin de quelque chose », demande-t-il, sans exiger, incertain de son droit à faire partie de cela. Camilla regarde ses filles endormies. Elle regarde cet homme qui a donné 5 poches de sang et des journées de 19 heures. Elle prend une décision. Pas le pardon. Pas la confiance. Mais une volonté de voir ce qui se passera lorsque la crise s'estompera et que la vraie vie commencera. « Tu peux venir », dit-elle. Le mardi et le jeudi. 2 heures. Si tu es en retard, la porte reste fermée. Son visage s'illumine. Sois à l'heure, corrige-t-elle. C'est de ça dont j'ai besoin. Quelqu'un qui se présente exactement quand il dit qu'il le fera. Il est là. À chaque fois. Les visites deviennent un rythme. Une pulsation régulière dans le chaos de leur nouvelle vie. Il apprend les petites choses. Que Lucia aime être tenue tournée vers l'extérieur. Que Sophia s'endort le plus vite sur sa poitrine. Un jour, il remarque le nœud dans l'épaule de Camilla, dû au poids du sac allongé. Le jeudi suivant, il arrive avec un nouveau sac, mieux conçu. Il remarque qu'elle mange des barres de céréales pour le dîner. La fois suivante, il apporte de la nourriture qu'il a cuisinée lui-même. Le poulet est un peu brûlé, les légumes trop cuits, mais ils ont le goût de l'effort. 6 mois passent ainsi. Un jour, Jeff la trouve en larmes à la table de la cuisine. Il s'assoit à côté d'elle et attend en silence. « Je suis si fatiguée », murmure-t-elle enfin. « J'ai choisi ça, je sais. Mais je suis si fatiguée et je ne sais pas si je suis assez forte. »« Tu n'es pas seule, » dit-il. Elle le fusille du regard. 2 heures, 2 fois par semaine, ça ne change rien aux 164 autres heures. « Alors laisse-moi t'en donner plus, » dit-il. « Plus de temps, plus d'aide. Laisse-moi choisir ça. Je ne cherche pas à te reconquérir, Camilla. J'essaie d'être digne d'être dans ta vie. » Elle le regarde longuement. Les cernes sous ses yeux qui correspondent aux siens. La tache de nourriture sur sa chemise. Le cale sur son pouce à force d'ouvrir des boîtes de lait maternisé. 3 jours par semaine, dit-elle finalement. Et tu es de corvée de couche. Le jour où les jumelles ont 2 ans, Jeff a prouvé quelque chose que Camilla ne croyait pas possible. La constance née de la crise peut se transformer en constance née du caractère. 3 jours par semaine sont devenus 5. Non pas parce qu'il a demandé, mais parce qu'elle a commencé à l'appeler à 2 heures du matin quand Sophia avait de la fièvre. Il se présente à chaque fois. Il est devenu un pilier. Un samedi, Camilla rentre à la maison et trouve son appartement transformé. Le radiateur est silencieux. La peinture est fraîche. L'ascenseur fonctionne.
Ton propriétaire s'est montré coopératif une fois que je lui ai expliqué ses violations du code du bâtiment, dit Jeff nonchalamment. Il est par terre, en train de construire une tour de cubes. Sophia s'assoit sur sa poitrine avec la confiance d'un enfant qui n'a jamais douté d'être le bienvenu. En le regardant, ensevelie sous ses deux filles qui n'ont jamais connu une version de leur père qui n'était pas présent, Camilla sent quelque chose changer en elle. Pas tout à fait le pardon, mais quelque chose de plus doux. La possibilité. Tu restes dîner ? Entend-elle sa propre voix dire. Les mots sortent avant que son cerveau ne puisse calculer le risque. Jeff lève les yeux, l'espoir dans sa voix est si palpable qu'il en est douloureux. Oui, confirme-t-elle. Mais c'est toi qui cuisines. Cette nuit-là, après que les filles soient couchées, alors que Jeff s'apprête à partir comme toujours, elle prononce son nom. Il se retourne, se préparant à une nouvelle règle, une nouvelle barrière. « Et si tu ne partais pas ?» dit-elle. Elle voit sa main se figer sur sa veste. « Je ne dis pas d'emménager, » précise-t-elle vite. « Je ne dis pas que nous sommes ensemble. Je dis juste. Reste cette nuit. Sur le canapé. Au cas où. » Elle s'arrête, incapable de finir, incapable d'admettre qu'elle a besoin de lui. « Au cas où tu aurais besoin de quelqu'un qui est présent, » finit-il pour elle. Il enlève sa veste et la pose, comme s'il déposait un fardeau bien plus lourd. Il dort là, ses longues jambes dépassant du canapé. Et Camilla, dans sa chambre, écoute le son de sa respiration, et réalise qu'elle a été seule d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée à reconnaître. Elle s'endort au son de la présence d'un autre adulte dans son espace, sachant que pour la première fois depuis longtemps, elle n'est pas la seule sentinelle de la nuit. Le matin, elle se réveille après 3 heures de sommeil ininterrompu, un luxe oublié. Elle trouve Jeff dans le salon, Sophia endormie sur son épaule, les 2 filles déjà nourries et habillées. Il lui tend une tasse de café, préparée exactement comme elle l'aime. Un geste simple. 3 heures de sommeil et un café. Mais les petites choses, lorsqu'elles sont répétées, construisent des fondations. Elles sont la différence entre survivre et vivre. Et pour la première fois, Camilla sent qu'elle pourrait enfin recommencer à vivre. L'amour, lorsqu'il est trahi, laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Mais peut-être que la confiance, elle, peut être reconstruite. Non pas comme elle était avant, mais comme quelque chose de nouveau, de plus fort, testé par le feu et prouvé par le temps. La question demeure, une personne peut-elle vraiment changer, ou adapte-t-elle simplement son comportement aux circonstances ? Peut-être que la seule réponse réside dans la constance, dans l'acte inlassable et quotidien d'être présent, longtemps après que la crise se soit estompée et que personne ne regarde plus.